On a un grand plaisir, et j'ai grand plaisir de recevoir Gaspard Koenig, qui est un philosophe bien connu, libéral, et auteur de plusieurs livres récents qui interrogent l'écologie. Humus, lequel tu as eu un prix, et le dernier livre que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Agrophilosophie, qui interroge notre rapport à la terre, un peu comme Voltaire avec Candide disait, il faut cultiver notre jardin. Le défi aujourd'hui est de nourrir la planète, et merci d'être là pour ce débat Acte 50 qui pose tous les défis de l'adaptation. Donc peut-être la première question que j'ai envie de te poser, Gaspard, c'est de quoi cette crise agricole actuelle que nous vivons en France, qui nous interroge, est-elle le nom? On est un peu à cheval entre deux modèles, on ne sait pas choisir en fait. Oui, bonjour à tous. Alors d'abord, moi je ne suis pas évidemment, j'ai beau jardiner et cultiver mon jardin comme tu dis. D'ailleurs je profite de faire une parenthèse, quand Voltaire dit qu'il faut cultiver son jardin, l'histoire complète c'est qu'il a une petite rente, donc il n'a pas besoin d'en vivre. Et puis il se dit avec sa bande, ils ont été épuisés par leurs aventures, ils se disent on va se mettre à la campagne, on va se mettre au vert, on va respirer, on va être mieux. Et puis en fait quand ils arrivent là-bas, c'est l'horreur, ils s'ennuient, c'est l'oisiveté, ils s'entre-déchirent, il bat sa femme, ses amis partent, etc. Et après ils se rendent compte... Ça donne pas envie en effet. Ouais, voilà. C'est l'option néo-rurale numéro 1 en fait. Et ensuite il explore l'option numéro 2 puisqu'il rencontre un agriculteur turc qui lui montre comment lui cultive sa terre, et il se dit mais c'est ça qu'il faut faire en fait. Il faut travailler, mais il ne faut pas travailler pour l'argent, puisque l'argent c'est pas un problème pour eux. Il faut travailler pour donner un sens à ses journées, et à partir de là il devient très heureux. Voilà. Et il est clair que ce que j'explore dans ce livre, c'est ce rapport entre le sol et la pensée, et comment la manière dont on regarde notre sol influe la manière dont on pense. Et bien sûr les enjeux agricoles viennent s'y mêler. Il me semble qu'il y a 4 manières d'envisager l'espace du milieu qui nous entoure quand on est un être humain et qu'on veut y agir. C'est soit par le verger, c'est-à-dire la cueillette, on cueille ce que la nature nous apporte, soit le potager, c'est-à-dire la culture, on va planter, on va essayer de produire, de faire du rendement, ou bien on fait rien, on laisse faire, c'est la friche, ou bien on fait du jardin d'agrément. Et pour en venir à ta question sur l'agriculture à laquelle je ne vais pas échapper, mon modèle dans ce projet agricole, c'est Henri David Thoreau, l'ermite écolo du milieu du 19e siècle américain, qui cultive son champ de haricots à côté de sa cabane de Walden. Il ne faut pas croire que Thoreau est un ermite en autosubsistance. En fait, Thoreau, il est assez actif dans la société de son temps. Il fait des allers-retours entre la cabane et le pub, il a des chaises pour inviter les gens, et il cultive son champ de haricots. Mais il le cultive pour vendre. Et d'ailleurs, il tient ses comptes. C'est un agriculteur productif. Mais simplement, il commence en disant, moi, je ne vais pas mettre d'intrants. Donc, l'équivalent des phytos de l'époque, c'est le cuivre, etc. Et puis, au bout d'un an, il dit, je ne vais pas faire de labour non plus. Donc, en fait, il est ce qu'on appellerait aujourd'hui dans une démarche agroécologique, un peu avant-gardiste. Et il appelle ça une culture semi-sauvage. C'est-à-dire une culture qui toujours fait l'aller-retour entre ce que j'ai besoin de produire, parce que je suis un être humain dans un système économique, et il ne nie absolument pas ça, et la manière dont je laisse la nature travailler. Il dit d'ailleurs, il ne faut pas planter des haricots, il faut configurer mon champ de la manière à ce qu'il se mette à parler le langage des haricots. C'est assez joli. Mais en même temps, c'est un agriculteur qui tient ses comptes, et quand il compare son chiffre de résultat avec celui des agriculteurs voisins qui sont endettés, qui utilisent plein d'outils technologiques, etc. Donc tu vois où je vais en venir. Il dit finalement j'ai plus de bénéfices nets. Et aujourd'hui il y a des études notamment de France Stratégie sur les exploitations qui sont en transition agroécologique qui montrent qu'en termes de revenus c'est bénéfique parce qu'on enlève le coût des intrants, éventuellement le coût des labours ou des machines, et que donc in fine, même avec des rendements un peu plus faibles, on gagne. Il y a eu des expériences grandeur nature aussi dans l'Andhra Pradesh en Inde, sur, alors là, 20 millions d'agriculteurs qui sont tous en train de transitionner vers le natural farming. Et donc, par rapport à l'agriculture d'aujourd'hui, premièrement, oui, les agriculteurs ont raison de dénoncer l'enfer normatif dans lequel ils sont. Mais deuxièmement, cet enfer vient des injonctions contradictoires parce que nous ne leur avons pas donné un projet clair. Et quand je dis « nous », ça peut paraître un peu, disons, un peu hautain, mais l'agriculture a toujours été un projet social et un projet politique. On n'a jamais laissé l'agriculture aux agriculteurs. Il y a eu les physiocrates
Les physiocrates, c'est des gens qui ont donné des règles à l'agriculture pour transformer la société jusqu'à la Révolution française. Il y a eu la révolution chimique, la révolution verte des années 60, où le général de Gaulle a demandé à Edgar Piseni, ministre de l'Agriculture, pendant 5 ans, de faire un grand plan de transition pour moderniser l'agriculture française, pour faire des remembrements. Donc oui, la terre nous appartient à tous. Et quelque part, je suis désolé de le dire parce que ça paraît un peu paternaliste, mais c'est un projet politique dans lequel, hélas, quelque part, les intellectuels, les philosophes ont leur mot à dire, parce que les agriculteurs ne sont pas les seuls à pouvoir être tenus responsables de la terre. Et donc d'un côté, et aujourd'hui, on est au carrefour de 2 modèles. Ce modèle chimique, qui est toujours encouragé par le système à la fois des subventions et des financements, et le modèle par ailleurs sans intrants, sans labour, qui est un peu l'horizon de la science aujourd'hui. Vous allez sur le site de l'INRAE, c'est pas étonnant d'ailleurs si les agriculteurs ont muré l'entrée de l'INRAE la semaine dernière, et vous avez toutes sortes de papiers sur la transition agroécologique, comment étudier la fertilité des sols, la santé des sols et tout ça. Et donc, ils sont entre ces 2 modèles et on leur dit rien de clair. Et donc, on leur met plein de normes qui sont contradictoires les unes avec les autres. Alors, est-ce qu'on en a parlé un petit peu? Est-ce que pour sortir de ce piège, on pourrait faire le parallèle avec ce qu'on fait pour la voiture électrique? On dit on veut sortir de la voiture thermique en 2035. On dit à l'industrie automobile, alors les Chinois ont beaucoup d'avance, mais on va devoir s'y mettre. On leur dit il y a un horizon connu, organisez-vous pour ne plus produire, vous ne pourrez plus vendre de voitures thermiques en 2035. Est-ce que dans l'agroécologie, sujet des intrants, auquel finalement on se heurte depuis des décennies, on pourrait quelque part proposer un deal? Alors je ne sais pas si c'est 2035 serait une date réaliste pour dire qu'il n'y aurait plus d'intrants dans l'agriculture, mais est-ce que c'est une démarche qui vous semblerait de nature à changer d'une certaine façon le modèle agricole et le sortir du piège dans lequel il est aujourd'hui? Justement, l'INRAE a publié une étude l'année dernière qui montre comment se passer entièrement d'intrants en 2050 sans faire chuter la productivité et sans déséquilibrer la balance commerciale. Donc on voit très bien que la science aujourd'hui, la médecine, c'est le faire. L'agronomie, l'hydrologie, d'abord demande qu'on le fasse. Vous lisez Christian Bréchot, ancien patron de l'INSERM de l'Institut Pasteur, professeur de médecine. Il parle du microbiome. Vous dites ça n'a rien à voir avec le schmilblick. En fait, il explique que les bactéries de nos intestins communiquent avec celles du sol, que tout ça, c'est un même microbiome. Et donc, il conclut son livre par 50 pages sur la transition agroécologique. Et quel que soit le bout dans lequel on prend le sujet, y compris sur la question du carbone, puisqu'évidemment, des sols sains, des sols vivants sont des sols qui stockent du carbone. On sait que si on augmentait la matière organique de 4 pour 1000, c'est-à-dire de 0,4% par an dans les sols, on compenserait l'ensemble des émissions carbone de l'humanité. C'est aussi un sujet fondamental pour l'eau, puisque ça permet de stocker l'eau et donc de jouer éponge pendant les inondations et de la relâcher au contraire pendant les sécheresses. Et puis c'est quasiment métaphysique les sols, c'est que nous sommes humains, ça vient d'humus étymologiquement, parce que l'humus il a cette fonction absolument vitale, c'est un cosmos l'humus, il y a plus, même en poids, d'êtres vivants sous mes pieds qu'au-dessus de mes pieds. La biomasse du sol est supérieure à la biomasse de l'ensemble des mammifères, des animaux, des oiseaux qui sont au-dessus de la Terre. On ne se rend pas compte à quel point cet univers est riche, peu connu. On ne connaît que 1% des espèces vivantes dans le sol. Et donc, il a cette fonction métaphysique incroyable de recycler la mort en vie, de décomposer les corps pour que d'autres puissent advenir. Et donc, il permet qu'à presque le temps, le progrès, l'évolution. Donc, c'est à la fois une nécessité agronomique, médicale, mais c'est presque une nécessité métaphysique de prendre soin de son sol. C'est Michael Gove, ministre pourtant d'un gouvernement ultra-conservateur britannique, qui disait un pays peut se remettre des guerres, des épidémies, mais jamais de la perte de son sol. Et donc nous avons une légitimité pour dire que la priorité sur la question écologique, c'est la régénération des sols. Et effectivement, je pense qu'une norme telle que plus d'intrants en 2035 ou en 2050, c'est une norme simple qui permet de supprimer en fait toutes les micro-contraintes réglementaires extrêmement pénibles sur les haies, les zones humides, les jachères, etc. Parce qu'en fait, pour arriver à atteindre un objectif aussi exigeant, aussi contraignant, tout le monde sera obligé de prendre ce chemin. Mais simplement, des chemins, il y en aura des milliers de différents. Et donc, on va laisser le marché, on va laisser les expérimentations se produire pour que, évidemment, la chaîne de valeur s'organise, comme elle commence à le faire, effectivement, pour les véhicules thermiques, et que ça donne une ligne d'horizon claire aux agriculteurs. Et je pense qu'ils ont besoin de cette clarté, qu'ils en sont désireux,
et qu'ils n'y sont pas du tout antagonistes. C'est une profession qui est très peu conservatrice, qui est habituée à s'adapter en permanence aux exigences des consommateurs, à la géopolitique, aux aléas de la météorologie, mais simplement, il faut leur donner quelque chose de simple et de clair. Et donc, je pense qu'une telle norme, qu'il faudrait sans doute affiner, est un projet qui est un projet global, parce que derrière ça, il faut changer l'aménagement du territoire, peut-être le droit du travail, évidemment le mode de répartition des subventions de la PAC, ça introduirait un nouveau rapport presque du citoyen à son sol et à son territoire. Alors en 2022, tu avais fait une courte campagne pour l'élection présidentielle sur le thème de la simplification. Quand on avait fait une belle interview dans la Tribune, je me souviens, assez sympa. Ce sujet, visiblement, la simplification administrative, on nous promet des lois en permanence. Sur ce sujet de l'agriculture qui nous occupe aujourd'hui, ou même de l'écologie, en fait, de simplification, il suffit d'entendre les agriculteurs. L'année dernière, ils l'ont dit, ils le répètent, en fait, rien ne change jamais. Est-ce que, juste au-delà de cette idée qui est intéressante de proposer un horizon, il ne faudrait pas simplement écouter les agriculteurs et leur donner la liberté, effectivement, qui aujourd'hui leur fait défaut, réintroduire des logiques de marché? Est-ce que regarder le sol plutôt que le ciel de Bruxelles serait la bonne option pour sortir d'une crise qui, aujourd'hui, semble insoluble? Hélas, je ne crois pas. Je sais que c'est le discours aujourd'hui des représentants officiels de l'agriculture au Parlement européen. Ce n'est pas le discours d'ailleurs de toutes les organisations agricoles, parce que si on écoute la Confédération paysanne, qui représente quand même 20% des agriculteurs, ils disent des choses tout à fait différentes de ce que dit la FNSEA. Je pense que moi, j'avais eu d'ailleurs, ce qui m'avait mis la puce à l'oreille sur cette histoire politique de simplification, c'est précisément quand j'avais fait le Tour de France à cheval, que j'étais beaucoup accueilli dans les fermes, et que la première chose qu'on me racontait le soir, c'était des histoires de DRAC, des histoires de DREAL, des histoires d'ABF, des histoires d'autorisation de clôture, et qu'effectivement, et avec une forme parfois d'ailleurs de décrochage administratif, où j'ai rencontré des agriculteurs qui n'ouvraient plus les lettres siglées République française, qui s'accumulaient sur le siège passager de l'utilitaire, et un jour ou l'autre, tout ça finit en drame, souvent pour des questions d'assurance, qui dit « Ah, mais pour vous assurer, il fallait que vous respectiez la norme, quelle norme, vous n'êtes pas aux normes ?» Bon. Et ça a fini d'ailleurs des épisodes extrêmement dramatiques d'agriculteurs en Saône-et-Loire qui avaient voulu épouser des modèles différents, plus respectueux d'ailleurs de l'environnement, qui avaient eu des histoires de complexification administrative qui s'étaient finies en course-poursuite et en homicide. Donc c'est là qu'on voit que le mur administratif qui, pour nous, parlant en urbain, salariés, alors je suis ni l'un ni l'autre, mais enfin, je me mets dans leur peau, est quelque chose d'un peu pénible, mais qu'on peut traverser. Mais quand on est loin des centres de pouvoir et d'information et qu'on est indépendant, là, c'est une question de vie ou de mort. Donc, je partage complètement leur constat. Mais je ne partage pas les solutions qui sont aujourd'hui amenées par la FNSEA et qui dit simplifier, c'est alléger les contraintes. Pas du tout. Encore une fois, une norme simple est une norme beaucoup plus contraignante. Alors qu'une norme complexe est une norme où les insiders peuvent se démêler et où les outsiders sont complètement perdus. Donc, et ça demande un travail politique beaucoup plus exigeant que simplement dire oui, ok, on laisse faire. C'est absurde. Si aujourd'hui on laisse faire quoi? De toute façon, ils sont dans un système de financement et de subvention qui leur donne une direction. Ils ne sont pas libres aujourd'hui. Et donc, hélas, quelque part, parce que ça demande beaucoup de travail, il faut réformer l'ensemble de la politique publique agricole pour lui donner une direction qui est conforme aujourd'hui aux avancées de la science agronomique. On parle beaucoup de sujet de nourrir la planète, de s'adapter au changement climatique. Est-ce que la France prend le bon chemin, d'après toi, pour cette adaptation? Les questions de l'eau, de la sécheresse sont en train de devenir des questions majeures. Alors moi, mon prochain roman porte sur l'eau. Donc j'ai beaucoup parlé alors moins à des agronomes, mais plus à des hydrologues, géohydrologues, morpho-hydrologues, etc. Et je pense que si on se base sur des hypothèses de 3 degrés au niveau monde et 4 degrés au niveau France, qui sont maintenant presque les hypothèses officielles, je pense que l'adaptation, ça ne veut plus rien dire, en fait. C'est que c'est tellement vertigineux comme ravage, comme transformation totale du territoire, de ses paysages, de son hydromorphologie, que s'adapter, ça va être une question quasiment d'imaginaire local. Mais on ne sera plus dans le même monde, on ne sera plus dans le même pays. Et aujourd'hui, les anticipations de sécheresse qu'on a... Alors, il faut bien comprendre d'ailleurs que
quand on dit ça, on ne dit pas qu'il va moins pleuvoir. Le GIEC prévoit plutôt, dans le nord de la France, une augmentation des précipitations. Mais la différence de saisonnalité des précipitations, le fait qu'il pleuve beaucoup plus l'hiver, de manière beaucoup plus intense, et qu'il y ait des sécheresses pluriannuelles l'été, ça change tout. Ça change absolument tout. En Normandie, qui est pourtant un pays bien arrosé, vous avez à l'ouest de la Normandie du granit. C'est des questions de géologie, tout ça. Le granit, vous n'avez pas de nappe. Donc ça veut dire que le cycle de l'eau en Normandie, il a beau pleuvoir 1500 mm par an, c'est 3 mois. Donc vous avez une sécheresse en juin-juillet, en août, vous n'avez plus d'eau au robinet. L'État commence à être très conscient de ça. On prévoit à l'horizon de 40 ans, moins 50% d'étiage sur la Seine. Ça change absolument tout. Ça change la direction des cours d'eau. Donc je pense que la logique d'adaptation, elle est très pernicieuse parce qu'elle empêche de continuer à tout faire. Et on en fait vraiment, mais pas l'once de début de ce qu'il faudrait faire pour éviter... Pour l'évitement. Pour éviter que nous atteignions des seuils qui engendrent des boucles de rétroaction où la vie telle qu'on la connaît n'est plus possible. Alors la vie sur Terre, elle va continuer. Dans 10 millions d'années, la biodiversité se sera reconstituée. Et à l'échelle géologique, notre erreur n'est pas très grave. Mais à l'échelle des générations humaines et de la civilisation, elle est mortelle. Humus, leveur de terre, agroécologie, où notre ami Gaspard cultive son potager et son verger en Normandie, d'ailleurs, dans une région vraiment au cœur de la Normandie. On ne dira pas où, mais en tout cas au cœur une région qu'on a pu connaître. On est allé y faire quelques débats, même nous, la Tribune, on racontait ça. Et puis l'eau, donc bientôt. Merci d'être venu nous voir, Gaspard, et de nous parler de tes convictions. Merci beaucoup.